Bonsoir à tous et merci d'être là. J'espère que vous avez passé une très très bonne journée et que vous avez appris beaucoup de choses. Je vous propose de la terminer autour de la thématique de la médiation homme-data qui est issue d'une part de plusieurs années de recherche et surtout de présence dans une société qui s'appelle Quinten et qui a réalisé jusqu'à aujourd'hui plus de 300 cas en data science concrets qui ont généré de la valeur. Et aujourd'hui, la médiation homme-data est au cœur de nos problématiques, c'est-à-dire comment faire le lien entre un homme et une donnée. Qu'est-ce qu'on appelle un homme dans ce cadre-là? Un homme, c'est un humain dont le but est de pouvoir prendre une décision pour agir. Face à lui, il a un ensemble de données qu'il peut explorer. Ces données permettent d'avoir des informations, elles-mêmes transformables en connaissances, qui sont des connaissances activables au service de l'action. Nous sommes en plein milieu de la théorie de la prise de décision, que certains d'entre vous connaissent, d'autres non, et qui vont la découvrir un petit peu. Ce qui est certain, c'est que si la data reste toute seule dans son coin, ça ne génère pas de valeur tant qu'il n'y a pas d'action qui est prise par un humain en exploitant cette donnée sous forme d'information et ML sous forme de connaissances. Et là se pose la question, qu'est-ce que la médiation homme-data dans ce cadre de figure? Tout d'abord, comment pense l'homme qui prend la décision? L'homme qui prend la décision, il y a une question principale qu'il doit avoir en tête. Est-ce que je sais quel est mon champ des possibles en termes de décision? Est-ce que je sais quel type de décision je veux prendre? Est-ce que d'ailleurs j'ai envie de prendre des décisions? La réponse peut être oui, je sais exactement ce que je veux comme décision, je sais quel est mon champ des possibles, je sais quel est l'usage que je voudrais avoir dans mon quotidien, je voudrais sortir de mon quotidien d'ailleurs, je voudrais agir différemment. La réponse peut aussi être non. Je n'ai aucune idée de quel est mon champ de décision, je n'ai pas de priorité particulière et je continue à agir comme j'ai toujours agi dans mon champ de décision restreint, dans lequel je sais déjà prendre mes décisions. Les premiers seront intéressés par des informations qui vont compléter leur connaissance pour la prise de décision. Ils ont déjà un certain niveau de connaissance. Ils vont être intéressés par la naissance de nouveaux usages et ils vont vouloir avoir ces usages en interne dans son champ de décision et alimenter ces usages avec de nouvelles informations. Ils vont être capables de calculer la valeur d'une information nouvelle par rapport à leur champ de décision actuel. C'est-à-dire, si je n'ai pas l'information, je génère une valeur X. Si j'ai une information complémentaire, je pourrais générer une valeur supérieure à celle que je génère aujourd'hui. Dans le cas où l'individu n'est pas capable de dire quel est son champ de décision, s'il n'a pas forcément envie ou ne sait pas comment en sortir, il sera beaucoup plus inspiré par le monde extérieur. Qu'est-ce que le monde extérieur pour cet individu? C'est d'une part, et la plupart du temps c'est ce qui se passe, c'est ce que font les concurrents. C'est du mimétisme. Aujourd'hui, quand on entend parler du buzz Big Data, souvent ce qu'on entend comme discours, c'est bon, tout le monde le fait, pourquoi moi je devrais le faire? Je ne sais pas quoi en faire. Il va chercher de l'inspiration auprès de la naissance de nouvelles technologies, de nouveaux algorithmes, de nouvelles compétences sur le marché. Et il va essayer de générer des usages chez lui en s'inspirant de ces nouveautés. Il va aussi essayer de voir s'il existe des données qu'il n'a jamais explorées, notamment l'open data, pour voir s'il peut comprendre les données et l'information contenue dedans pour pouvoir l'utiliser dans sa prise de décision. Et enfin, la question qui devrait se poser quand il ne sait pas quel est l'usage qu'il veut faire de l'information, c'est est-ce que oui ou non, je suis capable de poser les bonnes questions business, puisqu'à l'origine, il n'en a pas vraiment. De l'autre côté, nous avons les données. Les données, encore faut-il savoir quelle est l'information qui est contenue dedans. Dans certains cas, on sait très bien quelles sont les informations contenues dans les données. Dans ce cas-là, la réponse est oui, nous savons ce qu'il y a dans mes données comme information. Et l'exploration des données consiste à optimiser à optimiser l'usage des données, c'est-à-dire les transformer de la meilleure façon pour une prise de décision
c'est contextualiser les données pour pouvoir leur donner un sens dans le cadre d'un usage donné, c'est pouvoir mettre en place des outils et des méthodes qui permettent d'accélérer le processus de transformation des données en information. Dans l'autre cas, un individu peut faire face à un ensemble de données, il ne sait pas ce qu'il y a dedans comme information. Il rentre dans un cycle d'exploration des données. La première question qu'il se pose, c'est est-ce que déjà j'ai accès à un type de données et donc au potentiel d'avoir un certain type d'informations contenues de ces données? Si oui, quel est le sens des informations qui sont contenues dedans? Est-ce que je dois chercher de nouvelles données? Comment je peux convertir ces données en informations vraiment utiles? La question de base qui souvent taraude, qui souvent tracasse les gens qui sont dans l'exploration de données, c'est est-ce que oui ou non je suis en train d'envisager, d'analyser les bonnes données? Est-ce que ce sera utile? Est-ce que ce ne serait pas une perte de temps et une perte de ressources, puisque je ne sais pas encore quelles sont les informations qui sont contenues dedans? Et donc, qu'est-ce qui se passe dans un projet classique? Un projet comme certains d'entre vous ont déjà dû en faire. Tout commence par une expression de besoin de la part d'un décideur. Vous avez entendu d'un cahier des charges? C'est un peu l'équivalent d'un cahier des charges. Le décideur dit « j'ai besoin de cette information ». À partir du moment où on sait quelles sont les informations contenues dans un set de données, il suffit de mettre à disposition les bonnes données pour le décideur. On peut avoir des projets, bien évidemment, même très lourds autour de ça, puisqu'il faut accélérer ce transfert d'informations, mais nous sommes dans un simple échange, dans un transfert. Et là, les choses se compliquent. Si le décideur sait très bien de quelle information il a besoin pour un usage donné. En revanche, dans les données, on ne sait pas ce qu'il y a. Il faut convertir les données en informations utiles, et ça prend du temps. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps d'explorer les données pour confirmer qu'il y a bien des informations intéressantes, utiles dedans, et les proposer au décideur dans un format qui lui convienne pour son besoin. À l'inverse, dans certains cas, le décideur ne sait absolument pas quel est son besoin. Et on retrouve souvent ce genre de situation sur le terrain, c'est-à-dire que, par exemple, ce sont des clients qui vont créer une équipe data science, qui vont mettre des data scientists dedans, qui vont mettre un data lake en place et mettre beaucoup de données dans le data lake, qui vont dire « débrouillez-vous et dites-moi quelque chose qui pourrait m'être utile ». Et là, ça fonctionne en push de la part des personnes qui explorent les données, qui vont proposer des informations, ils vont tester pour voir si l'information qu'ils proposent est utile ou non pour le preneur de décision. Bien évidemment, dans certains cas, ça peut inspirer la personne qui prend la décision. Mais il y a un risque qu'il ne le soit absolument pas, ou alors que l'information qui lui sera fournie ne sera absolument pas opérationnelle du point de vue de l'action qu'il voudrait mettre en place. Et c'est encore pire si des deux côtés, on n'a pas la bonne question. C'est-à-dire que le décideur ne sait pas ce qu'il veut et on ne sait pas ce qu'il y a dans les données. Comment ça se passe dans ce cas-là? Le décideur dit « inspirez-moi ». Et dans les datas, on dit « toi d'abord ». Toi d'abord, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une situation où on a absolument besoin de mettre en place un processus de médiation. D'où le concept de médiation homme-data. Ce n'est pas un transfert, ce n'est pas une communication entre objets déterminés, puisque les objets, c'est-à-dire la décision métier et la data, vont se déterminer au fur et à mesure qu'il y a cette médiation entre les deux mondes. C'est une détermination mutuelle qui nécessite une contextualisation itérative de l'information et une appropriation de l'information et des résultats par les preneurs de décision. C'est un processus qui n'est pas si simple et aujourd'hui les méthodes de projet ont du mal à mettre en place des processus qui donnent les billes, notamment aux équipes projet, pour mettre en place cette médiation. De quoi s'agit-il dans cette médiation? C'est un dispositif. C'est un dispositif qui comprend, si on résume aujourd'hui, bien évidemment ça peut être développé, qui comprend aujourd'hui 4 éléments principaux. Ces 4 éléments principaux permettent la convergence entre la décision d'un individu, d'un humain, et l'information contenue dans les données. On va s'intéresser au premier élément du dispositif. Le premier élément du dispositif, c'est un ensemble d'algorithmes. Qu'est-ce qu'un algorithme?
peut-être que certains n'ont jamais côtoyé d'algorithme, c'est un ensemble d'opérations qui s'effectuent sur un ensemble de données et qui donne un résultat. Et dans notre cas, de préférence utile pour un usage, utile pour une décision. Très très rapidement, qu'est-ce qu'un algorithme quand on le met dans l'histoire, quand on le met en perspective dans l'histoire? Les premiers algorithmes apparaissent déjà avant Jésus-Christ quand on fait des analyses univariées. Pourquoi ces algorithmes apparaissent là? Parce que simplement les gouverneurs des différents empires, notamment Mésopotamie, Égypte, Chine, ont besoin de faire des sondages. Ils ont besoin de regarder combien ils ont d'individus à nourrir et combien ils ont de soldats pour se battre contre ceux qui les entourent. Ils ont besoin d'analyser combien dans cette population ils ont d'hommes et quel est l'âge moyen des populations. Les premières analyses et les premiers algorithmes, c'est-à-dire ensemble de calculs mis en place sur les données, apparaissent à ce moment-là. On avance un petit peu dans le temps et on arrive au XVIIIe siècle. Le terme de statista apparaît. Statista en italien, ça veut dire homme d'État. Nous sommes toujours dans un cadre où l'État a besoin de mettre en place des analyses de ses propres populations pour mieux les maîtriser. À ce moment-là apparaissent des concepts algorithmiques comme la régression linéaire, l'analyse factorielle et d'autres. Je ne vais pas tous les citer et rentrer dans les détails. En parallèle, on a le premier usage des punch cards. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont vu, ce sont des cartes avec des chiffres et des trous dedans. C'est pour accélérer les sondages aux États-Unis. Nous sommes toujours dans le même cadre d'analyse. Puis on arrive aux années 1950. Nous sommes en plein milieu des conflits. Vous avez entendu parler d'Enigma, de la machine de Turing qui permet de décoder Enigma. Le Turing lance tout un mouvement en termes de statistiques qui influence toute l'école des statisticiens des États-Unis. En parallèle, ça influence aussi, pendant la guerre froide, l'école statistique russe, probabiliste, qui s'oppose à la vision des États-Unis. Et ce sont deux développements de grands concepts statistiques qui partent dans des directions totalement opposées. Ils ne vont se rejoindre que beaucoup plus tard dans les support vector machines, qui sont tout au bout, qui est un algorithme qui permet d'allier les avantages des deux types d'approches. En parallèle, il y a l'apparition des premiers PC, il y a l'apparition des circuits intégrés, bien évidemment le lancement d'Internet, les premiers calculs parallélisés, les fameux 3V qui sont cités pour le Big Data, dont certains en ont entendu parler. Et aujourd'hui, où en est-on? Le buzz Big Data est en pleine explosion depuis 2011, depuis que McKinsey a traduit les pétabits en euros, et qu'ils ont identifié les potentiels sur les différents secteurs d'activité. Donc tout d'un coup, les entreprises ont commencé à se dire « oh là là, moi aussi par mimétisme, il faut que je m'y mette ». Nous sommes typiquement dans le cas de « je ne sais pas quoi en faire, mais je vais chercher de l'inspiration ailleurs ». Les data scientists apparaissent comme métier le plus sexy du siècle selon Harvard. Et surtout, les algorithmes, l'ensemble des éléments qui sont ici représentés par des petites croix. Avant, ils sortaient d'où? Avant, ils sortaient des laboratoires de recherche. Les laboratoires de recherche qui les développaient et qui, de temps en temps, les mettaient à disposition des entreprises. Aujourd'hui, nous avons changé d'air. Les algorithmes se développent en open source. Ils sont accessibles. Les individus peuvent se former tout seuls dessus. Ils peuvent contribuer au développement d'algorithmes et ils peuvent les articuler entre eux. Comment ils font pour les articuler entre eux? Ils font appel notamment aux plateformes qui vont regrouper des ensembles d'algorithmes, des toolbox, dans lesquels il suffit de venir choisir un outil pour une problématique donnée. Voilà en 2 mots de quoi on parle quand on parle d'algorithme. Choisir le bon algorithme, c'est-à-dire un traducteur d'un ensemble de données en un résultat, c'est-à-dire une information utile à la prise de décision. On est en plein dedans encore maintenant et on voit qu'il y a une disponibilité d'outils gigantesques sur le marché et accessibles. Encore faut-il pouvoir les choisir. Pour aller très rapidement sur ce sujet, il y a 4 types d'algorithmes. Il y a des algorithmes qui permettent tout simplement d'accéder aux données. Il y a des algorithmes qui permettent de répondre aux questions métiers de type « j'ai une hypothèse, est-ce que tu peux la tester s'il te plaît ?» Dans ce cas-là, on va faire des analyses descriptives, grand classique. Les deux font partie de la business intelligence que la plupart d'entre vous connaissent.
Les algorithmes qui sont de plus en plus disponibles, notamment le deep learning dont on entend beaucoup parler, font partie des analyses prédictives, c'est-à-dire qu'un décideur a besoin d'avoir des éléments d'anticipation, donc il va faire appel à ce type d'algorithme-là. Et aujourd'hui, dans la data science, on parle surtout des analyses descriptives et des analyses prédictives. Et enfin, les algorithmes qui permettent de dire, bon, je n'ai pas besoin simplement de prédire, j'ai besoin d'avoir des éléments pour faire mieux que ce que ça aurait donné si je continuais à faire comme j'ai toujours fait. Comment je fais pour optimiser mes résultats? Comment je fais pour réduire mes risques? Nous sommes dans les algorithmes prescriptifs qui sont aujourd'hui encore rares sur le marché. Aujourd'hui, choisir un algorithme, ce n'est pas prendre un algorithme qui existe dans le monde de la recherche et trouver un moyen de l'appliquer à son entreprise en s'inspirant. C'est aussi pouvoir poser la bonne question en entreprise pour pouvoir choisir un ou un ensemble d'algorithmes qui permettent, conjugués souvent, de répondre au mieux à une problématique métier donnée. Ce qui renvoie, une fois de plus, à cette notion de médiation, c'est-à-dire qui pose la question à laquelle on doit répondre par le choix du bon algorithme. Ou alors, est-ce que c'est l'algorithme qui doit influencer le choix de la question, c'est-à-dire ouvrir le champ des possibles? Ça, c'est ce qui se passe dans la tête d'un data scientist quand il choisit un algorithme sur une plateforme. Il parle du milieu, start, il se pose des questions. Est-ce que je prédis un truc du genre vrai ou faux? Selon la réponse, souvent du décideur, ou en regardant ce qu'il y a dans les données, il va dire, bon, d'accord, ok, oui, non, alors je me dirige plutôt par là, plutôt par là, plutôt par là. Et il va poser un ensemble de questions comme ça pour pouvoir arriver vers les algorithmes qui sont utilisables dans ce cadre-là. Et là, une fois de plus, vous allez me dire, oui, mais qui c'est qui répond à ces questions? Qui lui permet de choisir les meilleurs algorithmes dans ces ensembles qui sont de plus en plus impressionnants? Et là, on arrive au deuxième élément de la médiation homme-data, c'est-à-dire la stratégie analytique. Qu'est-ce que la stratégie analytique? C'est la capacité d'anticiper, celle-là est extrêmement importante, mais aussi d'ajuster au fur et à mesure, parce que nous sommes dans un processus exploratoire, les effets, c'est-à-dire le gain attendu, et les risques des différents choix qui vont être faits lors de la conversion des données en informations. Un algorithme, c'est ce qui permet de convertir aussi des données en une information, qui est le résultat de l'algorithme. D'accord? Donc, il est nécessaire de mettre en place une stratégie analytique et des moyens d'ajuster ces stratégies au fur et à mesure qu'on avance. Aujourd'hui, il y a plusieurs process sur le marché qui permettent d'intégrer ce type de démarche dans le cœur des projets data. Certains, dont le plus utilisé et l'un des plus récents parmi les utilisés, s'appelle CRISP-DM, vous en avez peut-être entendu parler. Comme vous pouvez le voir sur l'ensemble des méthodes utilisées aujourd'hui, CRISP-DM a beau être le premier et il reste stable en termes d'utilisation. De plus en plus d'entreprises et d'organismes sont en train de mettre en place leur propre processus de projets data. Cependant, on retrouve quand même dans ces projets des similitudes qui sont bien représentées dans le cas de CRISP-DM. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un processus itératif qui commence par une phase de compréhension business et de compréhension des données. Nous sommes ici en pleine phase, justement, de première médiation entre l'homme et la donnée. C'est celle qui permet d'anticiper la première question qu'on pose, d'anticiper les premiers risques et de mettre en place une première stratégie analytique pour se lancer dans l'analyse des données, c'est-à-dire la conversion des données en informations. Il y a une phase de préparation des données, une phase de modélisation, c'est là que les algorithmes sont joués. Il y a un résultat, ce résultat est évalué. Et là, soit ça va bien, et on déploie la nouvelle information en tant que connaissance auprès du décideur pour qu'il puisse prendre une décision, ou alors ça ne va pas. Et dans ce cas-là, on recommence la boucle en reformalisant la question. Cette itération-là constitue justement un des moyens de faire des arbitrages, c'est-à-dire pouvoir diriger les choix analytiques vers les meilleures solutions possibles. Vous avez peut-être aussi entendu de la notion de MVP, c'est-à-dire qu'au lieu de poser un cahier des charges depuis le début qui dit « moi je veux aller au travail en voiture, je veux aller au travail plus vite, donc en voiture, faites-moi une voiture, je sais ce que je veux une voiture », il y a d'autres façons de faire. C'est je veux juste déjà aller au travail un peu plus vite. Bon, on va te faire une trottinette.
et puis ensuite un vélo, puis une moto, et au final, peut-être que tu auras une voiture, mais elle sera différente de la voiture que tu aurais conçue au départ. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de répondre à ton cahier des charges, il s'agit d'explorer le champ des possibles pour répondre mieux à ton besoin que ce que tu aurais répondu en formulant ton besoin sans avoir pris en considération l'ensemble des inconnus qui ont été levés pendant la phase d'exploration. Et bien évidemment, la décapotable correspond un petit peu plus au besoin final que la voiture initiale. Et en plus, ça fait des projets qui livrent des résultats opérationnels plus rapidement au lieu de s'enfoncer dans des cycles longs qui ne fournissent un résultat qu'au bout de quelques années. Qu'est-ce qui se passe pendant un processus d'arbitrage où on choisit justement si je passe de ma mobilette, de ma trottinette à une mobilette ou alors à une moto? C'est un ensemble de choix qui est compliqué, c'est-à-dire qu'à la base, on choisit une direction et on anticipe. On choisit une direction en fonction des priorités et du champ des possibles. Et ensuite, on se met en place des jalons. À chaque moment où on fait face à un jalon, on se pose la question suivante: est-ce que je poursuis mes analyses et je poursuis ma stratégie analytique, ou alors j'écarte un sujet, mais je trouve qu'il est important, je le traiterai plus tard, ou alors j'abandonne? Et dans ce cas-là, il faut que je documente le fait que je l'abandonne pour que les gens ne refassent pas la même découverte que moi plus tard. Et puis, au fur et à mesure, on avance. L'objectif est de lever au plus vite les différentes incertitudes qui font qu'on a du mal à imaginer les risques de ne pas arriver au résultat final. Il faut mettre en place des moyens d'évaluer, de juger le résultat pour pouvoir au plus vite revenir à la reformulation des questions métiers et au plus vite trouver des solutions pour optimiser les résultats, c'est-à-dire comprendre pourquoi ils ne sont pas bons. Et en général, il s'agit d'avoir des instances où il faut pouvoir peser le pour, c'est-à-dire les bénéfices possibles d'une stratégie analytique, et les contre, c'est-à-dire le risque de ne pas y arriver, et les ressources disponibles pour y arriver. C'est un choix qui peut être complexe. Et sur quoi s'appuie ce choix? Parce qu'en soi, ça reste très théorique, mais très concrètement, quand on a beaucoup de personnes dans les projets qui ne parlent pas le même langage, comment on peut réussir à mettre tout le monde d'accord? Là, on arrive au troisième point de la médiation, c'est-à-dire l'ensemble des symboles et des interfaces qui sont mis en place au fur et à mesure et qui permettent la convergence de compréhension entre la donnée et le métier. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple. Le but n'est pas de dire voilà vers quoi on tend au final. D'accord? Oui, ici, au final, on tend vers un applicatif métier qui est destiné aux contrôleurs de gestion, qui permet d'avoir une vision de leur activité, du chiffre d'affaires de l'entreprise, réparti selon les différents pétales de l'organisation, les différentes hiérarchies de l'organisation, une vision du chiffre d'affaires historique, une prévision, c'est la partie rouge là-bas avec une zone de confiance, et les chiffres de base qui servent dans un contrôleur de gestion de communiquer en externe les résultats réels et prévus de l'entreprise pour les actionnaires et en interne auprès de chaque BU. Ça, c'est l'usage final. En réalité, qu'est-ce qui importe ici, dans ce cadre-là, dans le cadre de la médiation? Ce n'est pas tant l'usage final, là, dans ce cadre précis, c'est le fait que la simple conception de l'interface a permis de faire converger les experts métiers avec les experts data. Par exemple, le fait de reproduire une zone de confiance a permis d'expliquer un ensemble d'indicateurs qui ne parlent qu'aux data scientists. Exemple, RMSE. Voilà, il y en a un qui connaît là-bas, je sais. Il y a d'autres exemples. Un data scientist va parler, il va exprimer 1 million en 10 puissance 6. Ce n'est pas le cas d'un financier. Et quand les chiffres sont présentés, il y a une incompréhension totale de ce que ça veut dire. Ça veut dire que les instances d'arbitrage ne peuvent pas s'appuyer sur des éléments compris des deux côtés. Le fait de poser un ensemble de symboles, rouge, vert, orange, les chiffres dans un bon format, une représentation d'une zone de confiance qui parle à tout le monde, permet de prendre des décisions beaucoup plus vite puisqu'elles sont prises en connaissance de cause et de la part de ceux qui gèrent les données, donc la transformation des données en information, et les décisionnaires qui vont reformuler leurs questions business au fur et à mesure de l'avancement du projet. On arrive au dernier point qui est clé là-dedans, qui est clé pourquoi ce point, c'est un peu comme si l'ensemble d'un projet était une valise et là, il manquait une poignée pour la valise. Là, il s'agit de la poignée. Un projet data, c'est un ensemble de décideurs, un ensemble de données
des compétences au milieu mobilisé pour pouvoir arriver du début à la fin vers la génération d'abord de connaissances. D'accord ? À l'intérieur de ce projet data, il y a une pure phase de traitement des données. On part des données et on les transforme en résultats. Il y a ensuite une phase d'appropriation qui permet de transformer les résultats, l'information, en connaissances exploitables. Ça, c'est le résultat direct d'un projet data. Le projet data génère cette connaissance-là. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on avance et qu'on a ces phases d'arbitrage qui permettent notamment d'écarter des choses qui ne sont pas faisables maintenant mais qui seraient très utiles dans l'avenir. Donc on capitalise pour la suite des événements. Il y a des arbitrages qui permettent d'éliminer des pans de données entières parce qu'elles n'ont strictement aucune importance dans la problématique, dans le sujet, ou alors ce sont des données qui sont totalement inexploitables. Il faut capitaliser dessus pour ne plus perdre de temps dessus. Il y a des connaissances métiers qui naissent à travers l'exploration des données. Il faut capitaliser les connaissances métiers. Il y a des connaissances en data science qui naissent aussi pendant ces projets, et notamment il y a un échange de compétences entre les experts, disons si on résume, plutôt décideurs et plutôt data. Il y a cet échange-là qui se crée et qui fait que les itérations suivantes, on a vu que c'était itératif, sont de plus en plus rapides. Cette capitalisation-là, si elle n'est pas faite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la connaissance générée, qu'elle soit directe ou indirecte pendant ces projets, n'est pas transformée en décision ou en action. Or, ce sont les seuls moyens de générer de la valeur. La connaissance simple ne peut pas, par définition, générer de la valeur si elle n'est pas transformée. Et donc, aujourd'hui, dans les projets qu'on constate, c'est souvent le fait que la connaissance directe est évidemment privilégiée, et c'est déjà tout un travail de pouvoir converger vers un résultat acceptable, c'est-à-dire une connaissance utile. Il y a en plus de ça un risque de sous-capitalisation de l'ensemble des connaissances métiers et data qui naissent dans ce type de projet. Or, c'est indispensable dans le cadre de cette médiation entre les décisionnaires et la data. Aujourd'hui, une équipe projet qui marche, elle est composée de plusieurs compétences. Et cette médiation, elle passe par la compréhension de la compétence des autres. Vous êtes aujourd'hui au Data Job, il y a énormément de propositions différentes. Il y a 10 façons de formuler le poste d'un data scientist dans une entreprise. Il n'y a pas d'accord entre les sociétés sur la définition du terme. Aujourd'hui, pour qu'un projet data science fonctionne de bout en bout, il faut au minimum 8 compétences très différentes mobilisées pour que ça fonctionne et pour que ça génère de la valeur. Mon but n'est pas de détailler chacune d'entre elles. Bien évidemment, on pourra en discuter après la conférence. Ce qui est certain, c'est qu'elle regroupe d'une part des compétences en termes de stratégie. C'est la capacité à proposer les meilleures décisions, justement, aux preneurs de décision. Ou alors intégrer les décisionnaires dans le projet directement, et c'est la meilleure façon de faire avancer un projet. D'autre part, ce sont des compétences en maths stats, un état d'esprit logique algorithmique. Et enfin, c'est la capacité d'utiliser les nouvelles technologies, et notamment d'être curieux avec un profil un peu hacker, pour explorer ces nouvelles technologies qui naissent au fur et à mesure que le marché devient de plus en plus mature. Aujourd'hui, la médiation homme-data est constituée donc de ces 4 éléments. Et sans ces 4 éléments, il est extrêmement difficile de garantir la génération de valeur par l'exploitation des données dans le cadre de la prise de la décision. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Donc la journée est terminée pour tout le monde.